Et il y en a peut-être beaucoup qui écoutent ce podcast qui sont pas au courant qu'ils sont en train de prêter eux-mêmes de l'argent en fait à l'État français. Quand tu vas voir une banque et que tu empruntes 10 000 euros, en fait, ces 10 000 euros, la banque ne les a pas. Mettez de l'argent, ça va être juste pour l'aspect fiscal, et puis finalement, les intérêts, vous les sortez chaque année. Mais vous êtes doublement perdant dans cette histoire. S'il a un livret A, en fait, la première des choses, c'est qu'il faut se débarrasser des intérêts. Et moi, il y a des clients, quand je les ai rencontrés au début, ils m'avaient dit, ouais, j'ai 500 000 euros à placer. 2 ans après, j'ai découvert que c'était 10 millions d'euros. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu le médecin généraliste. Aujourd'hui, en France, et de façon générale dans le monde, la question de la finance islamique par rapport à la demande, elle n'est plus à poser. La particularité de la finance islamique, c'est qu'il n'existait pas de produit. Et donc, de toute façon, il a fallu partir des besoins qu'ont les gens en France pour créer les produits. Quand on allait parler aux banques pour leur dire, venez, on va faire des financements islamiques, on va acheter des biens, on va les revendre, ils nous disaient, mais les gars, moi, mon rôle, c'est pas d'acheter des biens immobiliers. Mais en vrai, on est tous gestionnaires d'une certaine manière de patrimoine parce qu'on va tous devoir prendre des décisions sur lesquelles on va avoir des conséquences. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où comme j'aime aller chercher des sujets qui sont différents d'épisode en épisode, eh bien, cet épisode, il est issu d'un podcast que j'ai fait avec Anas, qui est un fondateur d'une entreprise qui s'appelle Zakat Pro. Et comme il a eu beaucoup de succès, eh ben, je me suis dit, le sujet de la finance islamique est un sujet à creuser de plus en plus. Eh bien, comme j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur la gestion de patrimoine sur cet épisode, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu d'univers. Alors, pas de la gestion de patrimoine, mais en tout cas, plutôt dans la finance islamique, où j'ai le plaisir d'accueillir Hassan et Bardad. Bienvenue, les gars. Merci à toi. Merci de nous accueillir. Alors, pour vous présenter rapidement, avant de commencer, donc vous êtes un cabinet qui a eu 5 ans d'existence. Vous êtes aujourd'hui 13, vous avez environ 40 millions d'euros sous gestion. Je reprends mes petites notes, 200 clients. Et vous avez une typologie de clientèle qui est un peu particulière. Eh bien, vous avez des chefs d'entreprise, mais aussi des sportifs de haut niveau. Et donc, comme ici, on s'adresse à des personnes qui accompagnent aussi des chefs d'entreprise, eh bien, c'est important de faire une vulgarisation pour moi, parce que c'est quelque chose qui existe sur le marché. Et comme les experts comptables accompagnent, eh bien, 3 millions ou 3 200 000 entreprises, avec une diversité à la fois culturelle, de croyances, eh bien, c'est important pour moi de vous accueillir. Alors, avant de commencer cet épisode, j'aurais une question que je pose traditionnellement à mes invités. Bardad, toi, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la finance islamique ? C'est quoi ton parcours et comment on devient finalement à la tête d'un cabinet comme celui-ci ? Alors mon parcours, il a commené, je pense, très tôt, parce que j'ai eu la chance en fait d'avoir mon père qui était un peu dans le commerce, Okay. Et donc je l'accompagnais un peu dans tous ces rendez-vous, et donc j'entendais parler TVA, bénéfices, chiffre d'affaires, TTC hors taxe, etc. Et très tôt en fait, je me suis intéressé à ça, et c'est très vite que les chiffres en fait, tout ce qui est lié aux mathématiques, aux chiffres, à l'économie, ça m'a plu. Puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de dérives dans le domaine de la finance conventionnelle. Et c'est là, effectivement, que j'ai été rappelé par mes valeurs, mes croyances. Et puis, petit à petit, j'ai creusé le sujet de la finance islamique. Et puis, j'ai eu des personnes sur mon chemin qui ont réussi à soit me faire confiance, soit à me donner les bons conseils pour m'orienter vers la finance islamique. Donc, au niveau, on va dire, de mon parcours, j'ai un diplôme en école de commerce, donc un master en finance et commerce international. J'ai ensuite complété cela avec un diplôme en gestion de patrimoine. J'ai ensuite aussi complété ça avec un diplôme en finance islamique à l'époque de Dauphine, Okay. quand Dauphine proposait une formation en finance islamique. Et puis, j'ai également eu la chance en fait, de passer une formation à un organisme, on va dire, reconnu qui s'appelle l'AOFI, pour être, on va dire, auditeur et consultant sur les matières liées à la finance islamique. Ok, très clair. Justement, depuis l'épisode sur la zakat que j'ai fait, j'ai beaucoup creusé ce sujet. Et donc, le but aussi de cet épisode, et j'alerte aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est j'aimerais comprendre vraiment cette différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle, qu'on pourrait l'appeler, ou en tout cas la finance qui est connue de manière traditionnelle, pour voir aussi quelles sont les différences fondamentales pour qu'on puisse prendre conscience, mais aussi pour que des personnes qui soient musulmans ou pas en fait, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait ça peut s'adresser finalement à un peu tout le monde, et il peut exister des solutions d'investissement et de placement financier en respectant une éthique, et ça on verra, on l'abordera au fur et à mesure.
Hassan, dis-moi toi, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans dans cet univers? Écoute, moi, c'est bon, tu sais, dans notre culture, on croit pas trop au hasard. Moi, j'étais pas du tout destiné à ça. Je voulais pas du tout travailler dans le monde financier. Je voulais juste faire mes études pour arriver au bac+3 et pouvoir intégrer une école pour devenir gendarme. C'était ça mon objectif, mais gendarme un peu capé. Et donc, j'ai fait mon parcours et il s'avère que par hasard, je me suis retrouvé à faire des études dans la finance juste dans l'objectif d'obtenir la licence. Arrivé à cette étape-là, bon, ça s'est pas fait, je vais pas rentrer dans les détails. Et finalement, je me suis retrouvé à être en master dans la finance, alors que je savais pertinemment qu'il y avait un conflit éthique avec mes valeurs et le fait de devoir travailler en banque. Et c'est là que je m'étais promis que malgré le fait d'avoir fait autant d'années d'études, je n'irais pas travailler dans ce monde-là parce que je ne voulais pas être en conflit. Et comme par hasard, c'était au moment du début de la finance conforme à l'éthique musulmane en France, avec la création d'un cabinet qui s'appelait 570 CISI, et les premières instructions fiscales qu'avait mis en place Christine Lagarde à l'époque de Sarkozy, qui permettaient justement d'initier la finance islamique en France. Et donc, j'ai harcelé ce cabinet-là et j'ai réussi à avoir mon premier stage chez eux, puis j'ai fait une année d'alternance avec eux, et donc j'ai obtenu mon master en finance, puis j'ai enchaîné avec le master à Dauphine en finance islamique. Et après, j'ai gravi les échelons dans cette entreprise. Je suis passé de directeur commercial à directeur général délégué. Et puis, j'ai accompagné une autre entreprise entre-temps. Et puis, avec Amine, Bardad, Mathieu et Taha, on est les cofondateurs du cabinet Abdal. On s'est retrouvés après pour créer ce cabinet-là. Donc, voilà, tout un destin qui était tracé, mais pour lequel je ne me voyais pas forcément dans ce monde-là. Ce serait pour moi intéressant de rentrer déjà immédiatement dans le vif du sujet. Si, Barda, toi, tu pourrais expliquer de manière synthétique ou peut-être un peu simple, tu vois, quelles sont les grandes différences qu'on peut avoir entre une finance dans laquelle, quand on a grandi dans une culture française, ou en tout cas qu'on a fait notre vie un peu ici, on est très habitué à la banque, à ce qui se passe, les intérêts, les prêts, les crédits, les machins, les ceci, les cela. Et donc, ça peut rentrer comme un esprit normal. Et puis... c'est quand même quelque chose de combattu dans une finance qu'on pourrait appeler islamique. Alors, pour quelles raisons et c'est quoi un peu les points de divergence qu'il pourrait y avoir pour qu'on puisse comprendre? Si on devait définir la finance islamique de manière assez simple, alors il y a plusieurs manières de la définir. Une manière qui me plaît le plus, c'est de dire tout simplement que c'est un système financier qui est basé tout d'abord sur l'économie réelle. C'est un point ultra important. Bon, déjà, on va tout de suite avoir un élément de différenciation assez important. Puis, tu vas ajouter le fait qu'on va respecter une certaine éthique universelle. Par exemple, on va interdire l'investissement dans les jeux de hasard, dans l'alcool, dans l'armement. Donc, pourquoi ? On le comprend très rapidement. On sait que c'est des secteurs d'activité qui peuvent causer du mal dans la société. Et puis, la spécificité, ce islamique qu'on va qu'on va rajouter ici, c'est justement le fait qu'on va ajouter la conformité au droit musulman des transactions. Et parmi effectivement les conditions de la finance islamique, c'est l'interdiction de l'intérêt. Pourquoi ? Tout simplement, en fait, il faut juste revenir à la base. Et cette base-là, en fait, elle est même présente en dehors des religions, tout simplement dans le bon sens, c'est que l'argent, lorsqu'il a été mis en place, doit être un moyen d'échange. Ce n'est pas l'objet d'un échange. Aujourd'hui, lorsqu'on prête de l'argent, en fait, on est en train de louer de l'argent. Donc l'intérêt, c'est finalement le fruit de la location d'un argent, si on devait le définir comme cela. Et donc, ça pose assez problème parce que, en fait, on déconnecte l'objet premier, qui est le fait d'être un moyen d'échange, et on l'utilise finalement pour s'enrichir, sans prendre les risques qu'il faut. Pourquoi ? Moi, demain, je te prête 100 000 euros. Toi, ces 100 000 euros, tu peux en faire un business, tu peux le cramer en faisant le tour du monde, tu peux faire ce que tu veux. In fine, je vais te demander un taux d'intérêt et je vais me rémunérer comme ça. Et donc, finalement, toi, l'incitation que tu vas avoir à produire de la richesse, elle n'est pas si élevée que ça. D'accord. Alors que si moi, je te dis, tiens, 100 000, par contre, sur les gains, potentiellement, tu peux prendre X% de gains et moi, je peux gagner X% également avec toi. Mais en contrepartie, on peut aussi perdre de l'argent. Donc, on va prendre des risques, on va inciter les personnes à être rigoureuses, à finalement être responsables de ses actions. Ok, donc si je retraduis, et peut-être que pour Hassan, tu pourras aussi compléter cette partie-là, quand tu indiques le mot économie réelle, oui. Ça veut dire que
le fait que collectivement, ensemble, on va investir dans quelque chose qui existe et que potentiellement on gagne ou on perd tous les deux, eh bien c'est en ce sens que tu traduis un peu l'économie réelle. Est-ce que j'ai bien retraduit ou pas du tout? Tout à fait. Je vais donner un chiffre. À l'époque où je faisais mes études, justement, on disait que les transactions financières dans le monde étaient 8 fois, voire 10 fois supérieures à la richesse réellement présente sur cette planète. Et ça, c'est notamment lié, en fait, au marché dérivé, qui est en fait l'un des marchés les plus problématiques qu'on va justement exclure dans le cadre de la finance islamique, ou alors on va essayer de trouver des techniques justement qui permettent de garder les bons côtés des marchés dérivés et mettre de côté tout ce qui ne va pas. Et donc 2008, la crise financière de 2008, c'est lié à quoi? C'est lié notamment en fait à une exagération au niveau justement des transactions qui ont eu lieu sur les marchés financiers. Sur les marchés dérivés, pardon. Okay. Et donc, on a eu la problématique des subprimes et ainsi de suite. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en fait, on s'est rendu compte en 2008 que lorsqu'on regardait la finance islamique, la finance islamique étant pas exposée directement à ces actifs toxiques, elle a pu justement s'en sortir beaucoup mieux que la finance conventionnelle. Ok, je vois. Est-ce que tu aurais quelque chose à compléter, toi, Hassan? Non, j'irai dans le sens de Bardad. Effectivement, je compléterai. Et je pense que la première chose à garder en tête, c'est qu'en finance islamique, on a 5 grands principes qui sont un peu la base de la finance islamique. Le premier, c'est l'interdiction effectivement de l'intérêt. Le fait que l'argent ne soit pas considéré comme une marchandise qu'on peut acheter, revendre ou louer, mais plutôt comme un moyen qui nous permet d'acheter des biens, des services. Le deuxième, c'est le fait d'interdire ce qu'on appelle le gharar et le maïsir, donc l'incertitude, les aléas ou le jeu d'argent, le pari. Et l'interdiction des secteurs illicites dont a parlé Bardad, notamment l'alcool, le tabac, la pornographie et tous ces sujets-là, et qui sont finalement partagés par toutes les finances dites ESG. Et c'était les premiers à avoir mis en place des fonds, on va dire, un peu ESG. C'était les catholiques américains qui, à un moment donné, se sont rendus compte que l'argent placé dans les banques était utilisé d'une façon complètement contraire à leurs valeurs. Et donc, ils ont décidé de créer les premiers fonds qui respectent leurs valeurs. Donc, c'est pas du tout venu du monde musulman. Ouais, d'ailleurs, je rebondis à ça parce que, en creusant un peu le sujet, parce que c'était vraiment quelque chose que je m'intéressais pas du tout, hein, même que sur la finance conventionnelle, où pourtant je suis vraiment dans des chiffres. Moi, c'est plus un peu l'analyse financière des entreprises qui m'intéresse plus, plutôt que ce monde un peu hors du monde de l'entreprise. Donc c'est plus dans l'économie réelle en fait finalement que moi j'étais, mais vraiment par je dirais pas par conviction, mais c'est juste par appétence, tu vois. Et donc j'ai vu effectivement que il existe de plus en plus de banques vertes qu'on pourrait appliquer. Et donc ça veut dire que c'est quand même un mouvement qui se fait, mais j'ai pas l'impression que c'est un mouvement qui... Enfin, j'ai l'impression que cette banque elle existe depuis pas si longtemps que ça. Enfin, la finance verte, mais aussi la banque. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. J'ai l'impression que c'est venu depuis seulement une centaine ou 300 ans. C'est récent, ouais. Okay. Je vais y revenir parce qu'effectivement, il y a des convergences entre la finance dite éthique verte globalement. Après, il y a des petites divergences avec la finance islamique, comme l'a dit Bardad tout à l'heure. Et après, donc là, c'était les 3 principes, on va dire, négatifs. Et on a deux autres principes positifs pour compléter les 5, à savoir l'obligation d'investir dans l'économie réelle et le partage des profits et des pertes. Donc, quand on a ces 5 principes-là, c'est les 5. Après, bien évidemment, quand on va monter les opérations financières, ça va dépendre de quel type d'opération. On va s'inspirer de ces principes-là. Et ces principes-là, généralement, on va nous en parler à chaque fois qu'il y a une crise. Et c'est pour ça qu'en 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, on s'est dit, tiens, les principes de la finance islamique, ils ont l'air pas si mal. Le fait de se dire, finalement, il faut toujours qu'il y ait une activité économique réelle, le fait d'interdire, le fait que l'argent soit une marchandise, il y aurait des choses dans lesquelles on pourrait s'inspirer. D'ailleurs, le pape, à l'époque, avait vanté les vertus de la finance conforme à l'éthique musulmane en disant on devrait s'intéresser à ça. Et donc après, par rapport à ce que tu disais, Nicolas, par rapport à la finance verte, effectivement, la finance verte, elle est intéressante, mais la différence, c'est que nous, on va un peu plus loin. C'est cette notion d'interdiction de l'intérêt. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre la finance verte, qu'elle va exclure toutes les activités nocives. Et donc là, effectivement, elle aurait tout intérêt à regarder ce que se fait dans le monde de la finance islamique. Et de l'autre côté, la finance islamique aurait tout intérêt à regarder aussi ce qui se passe dans la finance verte et peut-être intégrer ces critères-là. Mais pour le coup, la finance islamique, c'est une industrie qui a aujourd'hui une trentaine d'années, peut-être 40 ans. C'est tout récent, c'est pour ça qu'on en entend parler de plus en plus. Et donc, c'est
ça a tendance à se compléter au fur et à mesure. Et ces notions, effectivement, d'impact social, de responsabilité, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées par les consommateurs et qui vont petit à petit, on le voit, on va parler peut-être des produits, des solutions qui existent aujourd'hui en France. C'est des choses qu'on intègre naturellement dans ces produits-là. Ok, je vois. Parce que tu vois, alors, justement, je me suis intéressé à cette histoire d'intérêt et je me suis rendu compte que finalement, en fait, dans plusieurs civilisations, pas forcément que chez les musulmans, mais à la fois chez les chrétiens, exactement, chez les philosophes aussi. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre pour quelles raisons, tu vois, ça pouvait être si négatif. Justement, peut-être Barda, tu pourrais m'expliquer, c'est quoi un peu l'impact négatif que pourraient avoir les intérêts. Tu vois, par exemple, je prends un cas d'usage d'un reportage que j'ai vu cette semaine ou la semaine dernière, où tu avais un jeune couple qui se dit, écoute, moi je suis, j'investis dans l'immobilier, je prends une dette, je refais un bien et je constitue un patrimoine. En quoi ça peut être négatif, ça, et quels sont les quelques éléments qui pourraient apporter de la vulgarisation à nos auditeurs? Alors il peut y avoir effectivement pas mal d'éléments négatifs, mais peut-être pour donner juste quelques exemples. Effectivement, tu prends l'exemple d'un couple qui fait de l'emprunt bancaire et qui va se constituer un patrimoine immobilier, 10 biens immobiliers, et puis ensuite qui vont vivre de cela au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt. Et donc, finalement, quelle est la problématique? Alors, il y a deux niveaux. Donc, il y a déjà ces convictions personnelles religieuses. Donc, dès lors qu'effectivement, on croit en l'interdiction de l'intérêt, forcément, on ne va pas y aller dessus. Mais de manière plus générale, ensuite, si on dézoome et qu'on essaie de comprendre finalement l'effet néfaste des intérêts, si on prend l'exemple effectivement de ce couple, lorsque en fait, on a une masse monétaire importante en circulation, donc lorsque les banques sont incitées à prêter de l'argent, souvent il y a un effet directement dans toute la société, c'est qu'on a de l'inflation, une augmentation des prix. Et lorsqu'on a eu effectivement une baisse des taux d'intérêt ces dernières années, on a tout de suite vu le marché immobilier, il a pris énormément de valeur. Et donc, au détriment de qui? Au détriment potentiellement de ceux qui veulent tout simplement subvenir à un besoin essentiel qui est se loger. D'accord. Quand tu as que des investisseurs sur le marché, je ne dis pas qu'il faut pas d'investisseurs locatifs, mais quand tu as que des investisseurs qui vont aller chercher du meublé parce que c'est le régime fiscal jusqu'à encore il y a quelques temps qui était le plus intéressant, tu vas te retrouver finalement avec des personnes qui veulent tout simplement être locataires d'un logement pour leur foyer et qui vont pas trouver chaussures à leurs pieds. Pourquoi? Parce que le meublé, souvent, c'est pas les familles qui sont visées, c'est ceux qui sont de passage, c'est la location touristique, c'est les chefs d'entreprise, les déplacements professionnels, etc., qui vont être la cible. Et donc, on a finalement un problème tout de suite, là, avec cet exemple-là, de logement. Ok, donc ça veut dire que en fait, la course à avoir plus, ça peut contribuer à une échelle pas locale comme ça pour 2-3 acteurs, mais si ça se répercute à l'échelle d'une nation ou d'une population mondiale et que tout le monde a recours à ça, ça pourrait avoir cet effet entre guillemets néfaste, enfin entre guillemets, même pas entre guillemets, de venir faire augmenter les biens et permettre à contraindre des gens qui ont moins d'argent de ne pas pouvoir avoir accès au logement parce qu'on a fait ça. Est-ce que la finance islamique, elle limite un peu la croissance ou alors justement, comme les contraintes sont un peu plus... c'est moins facile de le faire, donc du coup, c'est plus raisonné ou c'est plus raisonnable? Je ne sais pas, Hassan, si... Oui, alors moi, je dirais que pour donner un exemple très, très concret pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui, on n'a pas de budget. L'État n'a pas de budget. On a eu plusieurs gouvernements, on a eu plus... Et finalement, c'est quoi le sujet par rapport à ça? On se rend compte qu'en fait, l'État français, de façon générale, et ce n'est pas le seul, là, il suffit de regarder la dette américaine, vit au-dessus de ses moyens. Et finalement, aujourd'hui, nos impôts servent à quoi en grande priorité? C'est à rembourser une dette. Okay. Une dette qui est de plus en plus grande parce que les taux d'intérêt avec lesquels l'État français emprunte sont de plus en plus importants. Donc ça, c'est du concret. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent, généralement, tendance à raisonner micro. Par rapport à moi. Moi, je m'enrichis. Moi, je crée de la valeur. J'achète des studios. Mais quand on va analyser cet emprunt, comment il est fait, où est-ce que cet argent qui vous est prêté, d'où il vient, comment il a été créé, et comment est-ce que ce système économique aujourd'hui, qu'on appelle un système de dette, une économie de dette, fonctionne, on se rend compte que l'impact global à l'échelle
mondiale, notamment cette course à la croissance, parce qu'il faut toujours rembourser plus, donner plus aux créanciers, rembourser plus, mais on parle de croissance. Il faut toujours de la croissance. Il faut toujours faire plus que ce qu'on doit. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, je dois payer 4 ou 5% d'intérêt. Donc là, aujourd'hui, on doit faire des économies. On doit réduire les hôpitaux, payer moins bien les fonctionnaires et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a la dette qui n'arrête pas de grossir. Et donc, quand on regarde en micro, on se dit, mais finalement, d'un point de vue micro, je suis impacté par tout ce qui se passe en macro. Et moi, en tant qu'acteur micro, j'ai un impact sur ça. Et c'est là qu'on se rend compte on peut même aller plus loin. Après, bien sûr, ça se discute. Il y a des civilisations qui ont disparu à cause de leur dette, à cause de la création monétaire qui n'était pas contrôlée et le fait que finalement, on faisait circuler trop d'argent dans l'économie. Et aujourd'hui, on est à un stade où il y a des économistes qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en indiquant qu'on va vers un précipice. Et si on n'essaie pas de réguler cette finance qui aujourd'hui nous entraîne, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Hassan, aujourd'hui, en fait, la finance conventionnelle, elle ne peut vivre qu'avec une croissance sans foi ni loi. Alors que justement, la finance islamique, c'est justement une finance avec foi et le respect de certaines règles. Et pour donner l'exemple peut-être dans l'environnement entrepreneurial, quand tu vas voir un financeur qui va te prêter de l'argent pour ton business, lui va demander un taux d'intérêt fixe. Il va te demander un rendement, donc un gain qui va être comparé à ce qu'on appelle un actif sans risque. Aujourd'hui, l'État français, donc l'OAT 10 ans, l'État français emprunte entre 3 et 3,5%. Donc c'est considéré comme étant sans risque. Donc tu prends quelqu'un qui va venir te prêter de l'argent, bien évidemment, il ne va pas te demander 3-4%. Il va te demander combien ? 10%. Parce que le taux sans risque, c'est 3%. Donc si tu lui dis, tiens, investis dans l'immobilier à 4%, alors que je prends des risques, je vais peut-être me prendre des difficultés avec la gestion du bien, etc. Donc, alors que dans le référentiel de la finance islamique, c'est que si tu n'investis pas ton argent va se dévaluer à la fois à travers l'inflation, donc ça c'est commun à tous, mais également, ce qui est normal, lorsqu'on laisse dormir de l'argent et qu'on ne le fait pas fructifier ou qu'on ne le dépense pas, ben on va payer zakat. Oui, d'accord. Ok. Et donc finalement, si quelqu'un veut respecter les principes de la finance islamique, lui, s'il n'investit pas son argent, il va se retrouver, entre guillemets, avec un rendement, entre guillemets, entre moins 2,5 et moins 5. Après, bien évidemment, zakat, c'est considéré comme une purification, comme une source de croissance dans le cadre de la finance islamique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un impôt ou que c'est une charge, mais juste, c'est une incitation quand même à investir. Donc, si tu n'investis pas, tu as un moins 2,5, moins 5%. Si tu as investi en prenant un risque, qui peut être faible, moyen ou élevé, bah, tu peux avoir un rendement de 3, 4, 5, 15%. Mais dans la finance conventionnelle, tu commences déjà à 3%. Et donc, tu vas forcément vouloir finalement un petit peu essorer les sociétés, essorer ton bien immobilier pour dégager un jus qui est finalement la rentabilité sans foi parfois et ni loi pour te rémunérer un maximum. Je comprends bien l'idée. Mais du coup, tu vois, il y a des auditeurs qui pourraient se dire, mais comment l'État français, il peut emprunter ? Il emprunte à qui, lui ? Tu vois ? Bah, il y en a peut-être beaucoup qui écoutent ce podcast qui ne sont pas au courant qu'ils sont en train de prêter eux-mêmes de l'argent en fait, à l'État français. Parce que quand tu regardes par exemple les contrats d'assurance vie, tu as ce qu'on appelle le fonds euro. Le fonds euro, c'est tout simplement un fonds d'investissement. Et lorsque tu as un contrat d'assurance vie, en fait, tu es en train de prêter ton argent à l'État français, à d'autres États, à d'autres sociétés, en contrepartie d'un intérêt bancaire. Ok, d'accord, ça marche. Donc ça veut dire que moi, j'ai un contrat d'assurance vie, je place 10 000 euros par mois. À la fin de l'année, ça me fait 12 000. C'est comme si j'avais prêté 12 000. Moi, j'ai une rétribution là-dessus sur l'argent que j'ai placé. Donc, ce qui n'est pas bon, c'est que ça va se prêter à quelqu'un d'autre. Lui, il va travailler avec, il va faire ses activités, peut-être payer, je ne sais pas quoi, la santé, l'armement, ou tout ce qu'on... En fait, on ne sait pas, nous. Vraiment. C'est ça, c'est l'un des problèmes. C'est qu'en fait, on ne sait pas... on n'a pas de transparence sur... avec ce que fait en fait les pouvoirs publics de notre argent, et surtout on n'a pas de transparence sur la performance, la performance, la productivité de cet argent. Et ce que montre aujourd'hui l'envie de la population de façon générale, je pense que tu as suivi le fait qu'à un moment donné le gouvernement voulait mettre en place un livret pour financer la défense. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement en appliquant les critères ESG,
Donc là, je ne parle pas de finance islamique, je parle du ESG. Parmi les secteurs qui sont exclus, c'est tout ce qui va concerner l'armement. Donc on se rend compte que les gens préfèrent de façon générale aller plutôt vers le ESG. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, à cause de ça, le secteur de l'armement n'avait plus les flux financiers qu'il fallait pour travailler. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire un livret spécial pour aller financer l'armement, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on voit aussi qu'au-delà de l'aspect islamique, cet aspect impact, quand les gens comprennent et s'intéressent à ces sujets-là, en réalité, prennent conscience, ils veulent tout de suite arrêter d'aller vers cette logique. Ok, ça me paraît clair. Du coup, sur la partie gestion de patrimoine, ok, maintenant qu'on a posé un peu le décor, quelle est la différence entre les deux? J'ai bien compris, en tout cas dans mon esprit, c'est je vois bien que sur la partie finance islamique, c'est quelque chose qui, entre guillemets, limite la croissance à un instant T, mais qui a l'air de la rendre plus pérenne dans l'évolution et dans le temps. En tout cas, on a une connexion directe avec l'économie réelle. Si l'économie réelle crée de la croissance, on va se la partager. Si on a une destruction de richesse, elle sera également partagée. Ok, très clair. Je pense que si on doit tirer effectivement une conclusion par rapport à ça, la première, et moi celle que j'aime beaucoup utiliser lorsque j'explique l'investissement à mes clients, parce que effectivement les clients qu'on accompagne, la plupart du temps, ils vont nous poser la question, ok, je vais investir 10 000, mais est-ce que mon capital il est garanti? Parce qu'on est biaisé par rapport à ce qu'on a par ailleurs de l'autre côté. Donc la première chose que j'essaie de leur expliquer, c'est que l'un des raisonnements et des principes de la finance islamique, c'est que finalement, c'est un équilibre entre le capital et le travail. C'est-à-dire qu'en fait, dans un système, le système capitaliste aujourd'hui, l'argent a plus de valeur que le travail. Et ça, on peut en débattre. La conclusion sera celle-là. Et on le voit aujourd'hui avec des salariés, des actionnaires qui prennent de plus en plus de dividendes et des salariés qui ne voient pas du tout leur salaire augmenter et toutes les analyses qui sont faites. Et après, on a le système communiste où là, en fait, on revient à un truc où tout le monde est au même niveau. Là, en fait, on fait vraiment une corrélation entre les deux. Et finalement, moi, quand j'investis mon argent, je prends exactement les mêmes risques que toi en tant que porteur de projet, en tant que société que je finance. Et de l'autre côté, tu as un engagement de gérer cet argent-là en bon père de famille et tu as des comptes à rendre. Et après, c'est à la fin, tu as fait tout ce qu'il fallait par rapport au cahier de charge qu'on s'était mis ensemble et qu'on a perdu de l'argent, on l'a perdu ensemble. Mais si on arrive à aller jusqu'au bout, on gagne de l'argent ensemble sur une clé de répartition. Et donc ça change complètement l'approche et ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on va rechercher par rapport à notre capital. Très clair. Du coup, c'est quoi la typologie de client qui vient voir? Alors, excuse-moi. En fait, c'était dans un raisonnement que j'ai pas terminé. Excuse-moi. Je viens juste de me rappeler que j'étais pas allé au bout de ma réflexion. Et donc, la deuxième chose à garder en tête par rapport à cette notion d'économie réelle, c'est qu'il faut aussi garder en tête quand tu vas voir une banque et que tu empruntes 10 000 euros. En fait, ces 10 000 euros, la banque ne les a pas. Ça aussi, les gens, on est écouté par des experts comptables. J'imagine qu'ils connaissent quand même le principe. Mais il faut savoir que la banque crée de l'argent. C'est le seul organisme qui a le droit de créer de la monnaie. C'est-à-dire que quand ils ont 1 euro, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, elle peut prêter jusqu'à 9 euros, quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut dire que quand elle te prête 10 000, dans la quasi-totalité des cas, les gens pensent que c'est de l'argent qu'elle a dans ses bilans. Elle ne l'a pas. C'est de la création monétaire. Et quand toi, tu vas rembourser 12 000, comme sur ton exemple, quand tu vas rembourser les 12 000, en fait, les 10 000, elle va les supprimer, ils disparaissent. Et la vraie création, c'est les 2 000 d'intérêt que toi, tu as remboursé. Alors que dans la finance islamique, justement, quand je te prête 10 000, ces 10 000-là, c'est de l'argent que moi, j'ai, que je ne peux pas créer par une magie de chiffres, que toi, tu vas prendre et que tu vas faire travailler. Et quand tu vas me les rembourser, les 12 000 ou les 14 000 ou les 15 000 sont toujours là. Donc là aussi, c'est la différence. On voit qu'on a toujours nos 15 000, alors que dans un système à intérêt, en réalité, il n'y a que 2 000 qui sont créés. Donc la croissance, finalement, quand on raisonne sur du macro, on se rend compte que la création réelle, elle est beaucoup plus intéressante du côté de la finance islamique que... Et là, tu as dit prêt et emprunt. En réalité, en fait, en finance islamique, justement, il y a pas de si c'est un prêt, c'est à 0%. Et du coup, là, c'est plutôt de l'investissement. Ok, donc c'est pour ça que... quand tu dis que aujourd'hui, le capital rémunère plus que le travail, parce que en fait, le capital, entre guillemets, c'est une création sur une ligne qui fait que tu vas recevoir des intérêts, mais du coup, entre guillemets, sans travailler derrière, parce que c'est le capital qui travaille. Exactement. Et dans la finance islamique, c'est plutôt, on s'est dit ensemble, on va bosser, et puis si on a la valeur, on va la avoir collectivement. Si on a perdu, on a perdu. Exactement. Mais sur ce qui existe à l'instant. Réellement, voilà. Parce que moi, j'ai de l'argent réel que je possède et toi, sur une activité réelle que tu vas créer. Ok, très clair. Passons maintenant à une autre partie du coup de cet épisode. Est-ce que vous avez des choses à aborder en plus? Je pense que ça m'a l'air clair en tout cas. En tout cas, c'est clair dans mon esprit. Donc ça, c'est trop bien.
c'est quoi les craintes ou c'est quoi les objectifs ou pourquoi les clients ils viennent vous voir? C'est quoi le profil type? J'ai bien compris entrepreneur, j'ai bien compris sportif, mais tu disais tout à l'heure, je place 10 000, mais est-ce que mon capital est garanti? Donc eux, pourquoi ils viennent? C'est quoi leurs doutes? C'est quoi leurs questions? C'est quoi leurs attentes? Pour aussi peut-être, s'il y a un expert comptable qui a ce genre de profil, qui puisse aussi savoir, entre guillemets, comment l'orienter ou en tout cas déjà pouvoir échanger avec lui. Oui, alors nous, déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la population musulmane aujourd'hui en France, elle est beaucoup plus éduquée que les premières générations, notamment les parents. Donc, cette éducation financière, elle est présente aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas des parents. Aujourd'hui, on a de plus en plus de musulmans qui sont entrepreneurs dans les différents secteurs, dans la restauration, dans la tech, dans le médical. Et donc, c'est des gens qui sont confrontés à ces problèmes-là. Donc, leur banquier va les appeler en leur disant hey, « Votre entreprise tourne bien, ça ne vous dirait pas d'avoir des facilités de trésorerie ?» ou bien le comptable va dire « Ah, mais attendez, là, on pourrait peut-être emprunter pour acheter les locaux, c'est beaucoup plus intéressant. » Donc, si vous êtes expert comptable et que à chaque fois que vous proposez ce type de montage, votre client vous dit non, ça ne m'intéresse pas sans vous donner de raison, c'est que très certainement, c'est qu'ils ne souhaitent pas avoir recours à l'intérêt et par pudeur ou par honte. Parfois, ils n'ont pas forcément tendance à dire non, c'est parce que c'est contraire à ma foi. Donc déjà, c'est un premier signal qui vous permettra de vous dire peut-être il faut contacter Abdal pour poser sur une solution adaptée. Et les gens qui viennent nous voir, justement, c'est des gens qui nous découvrent. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec des experts comptables qui nous contactent en nous disant, voilà, j'ai des clients pour qui la société fonctionne très bien, il y a vraiment des choses à faire, il y a de la trésor, il y a des projets, il y a du financement. Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour optimiser? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le métier d'expert comptable, avec les outils qu'on a, c'est plus que des opérations sur enfin, c'est plus le bilan, quoi. Ça, aujourd'hui, on a la techno qui peut le faire. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée, comme conseil. Et aujourd'hui, on a des experts comptables, pas forcément que de confession musulmane, qui ont compris que pour cette clientèle-là qu'ils ont de confession musulmane, le fait d'apporter des solutions conformes à leurs valeurs, ça a vraiment, là, pour le coup, de la valeur ajoutée pour eux. Et donc, on a beaucoup de ces métiers-là qui nous contactent. On a des notaires, des avocats qui, parfois, voilà, il y a un héritage qui est arrivé, les personnes peuvent investir, mais elles disent non, on va laisser ça sur un compte. Les gens ne comprennent pas et donc, indirectement, ils se disent, il y a peut-être des choses à faire. Et après, on a des clients aujourd'hui qui, voilà, grâce à Internet, les recherches et tout le reste, ils vont taper finance islamique, ils vont se rendre compte qu'il y a des alternatives et qu'ils vont nous contacter directement. Mais il y a une vraie prise de conscience globale, parce que j'estime qu'aujourd'hui, tout Français devrait s'intéresser à ça quand on voit effectivement la situation, l'état des finances publiques et quand on commence à creuser la dette et tout le reste, on commence à se poser des questions. Nous, on a notre référentiel religieux musulman, donc on essaie de faire le parallèle et naturellement, au regard de la situation économique, on se dit « Ah tiens, il y a peut-être des choses que moi je peux faire à mon niveau parce que ça m'a l'air d'être beaucoup plus éthique. » Ok, je vois, très clair. Du coup, en fait, pendant que tu me parles, ça me fait réfléchir. C'est que je trouve ça. J'ai un bug dans mon esprit, mais franchement, c'est. Je sais pas, peut-être Bardet avait quelque chose à rajouter par rapport au profil des clients. Non, en fait, de toute façon, on a différents profils de clients, comme tu disais, des sportifs, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont hérité d'une somme. Si on prend par exemple les grands besoins, parce que finalement, chaque personne a ses propres besoins, mais le grand besoin, c'est tout simplement, voilà, j'ai de l'argent, j'arrive à mettre de l'argent de côté, j'aimerais savoir dans quoi l'investir, combien, pourquoi, et souvent, on n'investit pas que pour investir, on n'a pas de l'argent que pour avoir de l'argent. L'argent, ça doit avoir une utilité. Donc, soit on l'utilise pour un confort, se faire plaisir, soit on le fait pour répondre à un besoin, à un objectif, à un projet. Un sportif de haut niveau, par exemple, qui va amasser des millions d'euros, son projet, en fait, c'est tout simplement de faire en sorte que si demain sa carrière s'arrête, qu'il puisse continuer à avoir des revenus passifs qui permettent justement d'assurer sa retraite sportive. Okay. Les chiffres qu'on donne souvent, c'est que en France, et ça c'est des chiffres officiels, l'UNFP a fait un sondage et a déterminé qu'il y a 50% des sportifs de haut niveau, des footballeurs professionnels, qui font faillite 5 ans après leur carrière. 50%. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Et pourquoi on peut faire un parallèle avec les chefs d'entreprise? Un sportif de haut niveau, il a une carrière très courte, où il gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est très, très comprimé. Une carrière, habituellement, c'est 40, peut-être 50 ans avec les nouvelles réformes. Un sportif de haut niveau, c'est peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le meilleur des mondes. Et donc, il faut tout de suite faire beaucoup dans un temps très compressé. Un chef d'entreprise, il peut avoir cette situation, puisqu'il peut gagner beaucoup d'argent, mais sur
un délai très court, si son business se porte bien, mais il y a toujours ce risque et cette incertitude que le marché se retourne. Un sportif, il peut se blesser, un chef d'entreprise, il peut tomber malade, il peut décéder, il peut avoir son secteur d'activité qui prend un nouveau virage. Et du coup, il faut pouvoir sécuriser. Finalement, la gestion de patrimoine, c'est l'art d'investir, de placer, de sécuriser, de diversifier pour sécuriser un patrimoine. Et l'objectif en général, c'est qu'on va essayer de dégager une rente patrimoniale à terme. Donc ce terme-là, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et plus on va avoir un horizon d'investissement et de placement long terme, plus on peut atteindre des objectifs plus facilement. Donc ça veut dire que ça n'existe pas de se dire tiens, je vais faire appel à un gestionnaire de patrimoine, j'ai 1 million d'euros à placer et l'année prochaine c'est 2 millions. Quoi. Ça, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas une stratégie habituelle. Si la stratégie, c'est de viser soit le noir, soit le rouge, peut-être. Mais, ok, d'accord. Mais non, en général, on va avoir des horizons d'investissement et de placement qui vont être sur des durées de plusieurs années. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est quand tu vas faire appel à une stratégie d'investissement, que tu passes par un cabinet ou pas, et en tout cas, il faut y aller avec parcimonie. J'ai compris, une diversification. On va voir juste après, c'est quoi les moyens de se diversifier aussi. Mais c'est il y a quand même un horizon. 5-10 ans, tu disais, c'est ça? C'est ça. Alors, nous, en général, quand on fait des stratégies patrimoniales, on aime bien aller sur une durée de 10 ans, en moyenne. Après, parfois, on donne une vision sur 5 ans, une vision sur 15 ans. Mais 10 ans, c'est un bon horizon de temps pour envisager une stratégie patrimoniale diversifiée en bon père de famille. Okay. Et avec la stratégie qu'on met en place, par exemple, en 10 ans, en moyenne, on arrive à doubler le capital investi. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Ok. Et donc, il y a cette notion de capital, là, comme l'a dit Bardad, mais attention, un conseiller en gestion de patrimoine et notre cabinet, c'est pas que du financier. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec des notaires, avec des avocats pour mettre en place des packs du treuil, pour faire du démembrement, pour créer des holdings. C'est aussi une façon de sécuriser le patrimoine, de se diversifier directement via sa société. Et donc, avec les experts comptables aussi avec qui on travaille, il y a toute cette notion-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de dézoomer, de prendre le temps de faire un pas en arrière et de se dire, OK, j'ai créé quelque chose qui a de la valeur. Si je prends ma voiture, je rentre dans un mur, qu'est-ce que je laisse finalement? Quelque chose qui vaut peut-être 10 millions d'euros sur le papier, mais est-ce que mes ayants droit, mes enfants, mon épouse, ils pourront payer les droits de succession en cas de décès? Est-ce que l'entreprise va continuer à travailler après mon décès? Ah oui. Et donc, tous ces sujets-là, à partir du moment où vous êtes chef d'entreprise et que votre entreprise commence à créer de la valeur, à prendre de la valeur, c'est important d'en parler avec votre expert comptable qui, lui, peut vous rediriger vers des conseils. Et généralement, c'est un travail qu'on va faire, notamment moi et Bardad dans l'équipe. On s'occupe beaucoup des sportifs, des chefs d'entreprise, et on a Mathieu et Amine qui s'occupent des sportifs de haut niveau. Nous, nos sujets, c'est principalement ça. C'est comment protéger ce qui a été créé, comment se protéger de son vivant et comment faire en sorte à ce que, en cas de décès, ça continue à servir à son foyer, à ses proches. Et bien évidemment, l'aspect financier est central, mais ce n'est pas que ça. C'est une brique parmi tant d'autres qu'on met autour de tout ça. Ok, je vois. Du coup, quand j'ai su qu'on allait réaliser cet épisode, du coup, j'ai regardé sur Internet, est-ce qu'il existait beaucoup de gestionnaires de patrimoine qui utilisaient, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, les outils de la finance islamique pour justement accompagner les clients. Finalement, en fait, il n'y a pas grand monde. Donc, j'ai l'impression qu'en termes aussi de potentiel marché, c'est quelque chose qui existe parce qu'il y a aussi beaucoup de vulgarisation à faire. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et je pense aussi il y a tellement de gens qui doivent bugger dans leur cerveau en pensant finance et islamique. Et donc, ça doit créer des connexions qui sont pas intuitives. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi un beau potentiel, juste marché, de pouvoir se lancer dans ce genre d'activité. Est-ce que vous le voyez en termes de croissance dans votre activité? C'est quoi un peu aussi les retours des clients que vous avez? Non, vas-y, je te laisse te compléter après. Non, clairement, en fait, clairement, il y a un véritable besoin. Parce que comme l'a dit Hassan, en fait, quand en fait, on va accompagner un client, on va l'accompagner à travers ce qu'on appelle une approche globale. Donc, on va parler d'investissement, de placement, de diversification, tout ce qu'on vient de dire juste avant, mais on va aussi parler de sujets familiaux, très personnels, le sujet du régime matrimonial, le sujet du testament, de l'héritage, optimiser les droits de succession. On va aborder les sujets donc de zakat pour les personnels, pour le perso, et pour le professionnel également. Et on va aborder tous les sujets de structuration. Donc déjà, il y a effectivement, on ne peut pas faire notre métier sans la confiance. Donc forcément, effectivement, le marché est grand en France. Il y a beaucoup de besoins. Mais effectivement, après, il faut
que les clients puissent avoir confiance en la personne qui va les accompagner. Confiance, non pas uniquement, entre guillemets, liée au feeling, mais aussi confiance par rapport à l'expertise, que la personne, en fait, a les bons diplômes, a la bonne expérience, a les bonnes connaissances. Et surtout, comme le disait Hassan, en fait, nous, notre travail, on ne peut jamais travailler tout seul. Nous, on fait notre travail et on s'entoure, en fait, d'un réseau interprofessionnel qui va être composé d'avocats, d'experts comptables, de notaires de confiance, pour qu'on puisse justement accompagner les clients à 360 degrés. Sans ça, on ne pourrait pas faire notre métier. Et donc, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que disait Bardad, effectivement, aujourd'hui, en France, et de façon générale dans le monde, la question de la finance islamique par rapport à la demande, elle n'est plus à poser. Les gens attendent ce type de produit. Il y a un réel besoin. Il suffit de voir, tu as eu un succès par rapport à ton dernier podcast. Parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais il n'y a pas de contenu aujourd'hui sur ça. Et donc, automatiquement, dès que tu vas publier quelque chose qui concerne ce monde-là, les gens s'intéressent. Nous, on a fait une publication il y a très peu de temps sur la location avec option d'achat. Est-ce que c'est conforme ou pas? Est-ce que c'est pas du crédit déguisé? On a eu énormément de retours. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent et il y a de la demande. Maintenant, effectivement, le problème, c'est qu'on a des professionnels qui, parfois, s'improvisent. Donc, nous, on a déjà récupéré des clients à qui on a conseillé des produits en se disant allez-y, ça a l'air d'être conforme, alors que ça ne l'est pas. Par exemple, on va leur vendre des produits ESG en leur disant c'est halal, alors que ça ne l'est pas. Parfois, on va les orienter vers des produits qui sont conformes à l'éthique musulmane, mais en réalité qui ne sont pas adaptés. On va leur conseiller ça juste parce que c'est la seule chose. En fait, je suis un conseiller en gestion de patrimoine classique, je regarde un peu dans ma besace, il n'y a rien, je tombe sur un truc, c'est un tournevis, lui, il a besoin d'un marteau, je lui donne le tournevis, quoi. Donc, c'est clairement ça. Okay. Donc, effectivement, il y a un besoin, il y a une demande. L'offre, elle se développe. Il faudrait que les banques françaises, que les assureurs français s'emparent de ça, parce qu'il y a un vrai marché, et développent des solutions. Aujourd'hui, en France, le cadre juridique légal par rapport au développement de la finance islamique, il est adapté. Il n'y a pas besoin de faire des changements au niveau de la loi. Typiquement, quand on parlait tout à l'heure de Christine Lagarde, c'était des aménagements fiscaux. C'était le fait de dire, finalement, je fais une instruction fiscale pour dire, voilà comment on doit traiter fiscalement ces opérations-là. Mais la loi, en fait, française, elle est très proche de l'esprit de la finance islamique. Donc, il n'y a pas besoin de changer. De réinventer la réinventer. Une banque, aujourd'hui, peut décider, demain, de faire une offre conforme à l'éthique musulmane, que ce soit sur le financement, sur la gestion des comptes, surtout. Mais il faut juste qu'il y ait une volonté, effectivement, commerciale. Mais de toute façon, ça finira parce qu'il y a tellement de demandes à ce niveau-là. Et finalement, on se rend compte que les principes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la finance islamique intéressent tout le monde. Moi, je vais te prendre un exemple simple. Dans le cadre de notre activité, donc quand on conseille nos clients, on a la partie sur les produits financiers, on a la partie immobilier, la partie placement financier, on a la partie un peu atypique, notamment le placement, la prise de part dans ce qu'on appelle le venture capital, dans des startups qui sont en train d'accélérer. Et aujourd'hui, on a des startups qui ont levé de l'argent avec nous, qui ne sont pas forcément dirigées par des gens de confession musulmane, mais qui ont vu qu'il y avait un potentiel et nous, leur positionnement nous intéressait. Et quand on a travaillé avec elles, et quand on leur a dit, voilà les choses qu'on doit changer par rapport à votre pack d'actionnaires, par rapport à tout ça, typiquement, les clauses d'action préférentielle, c'est pas possible d'un point de vue droit musulman. Comme je disais tout à l'heure, il doit y avoir un équilibre. Je peux pas être moi actionnaire et toi aussi, et toi, tu as un avantage quelconque par rapport à moi. Okay, je vois. C'est pas possible. Donc, quand on leur a dit, on va enlever ça, alors que ça nous désavantageait nous, en fait, ils n'ont pas compris. Après, on leur a expliqué, voilà, ça doit être équilibré de chaque côté. En réalité, ils découvrent ces principes-là, ils se disent, mais finalement, c'est pas des requins que j'ai en face de moi, c'est des gens qui font tout pour que je réussisse, parce que finalement, si moi je réussis, eux aussi réussissent avec moi. Donc, ces principes-là aussi, il y a des gens aujourd'hui qui sont pas forcément de confession musulmane qui s'intéressent parce que cet équilibre est vraiment important dans le cadre de l'économie actuelle. Ok, très clair. Prenons un cas d'usage, Bardad, sur un entrepreneur qui vient et qui voudrait être accompagné. Il dit, je sais pas, moi, j'ai 100 000 ou 200 000 euros à investir tous les ans parce que mon activité, elle peut me le permettre de dégager une trésorerie suffisante. J'ai pas envie que ça dort sur le compte bancaire. J'ai envie de le faire travailler. Sauf que le travailler en s'assurant de la conformité de ce qu'on va proposer. Du coup, c'est quoi le funnel d'accompagnement d'un client ? Parce que du coup, si on se dit, on peut pas faire d'intérêt, on peut rien faire, quoi. Tu vois ? Alors, on a des solutions. Donc, même effectivement, si c'est pas complet, on a effectivement notre boîte à outils qui a été construite depuis maintenant une quinzaine d'années en France. Un chef d'entreprise qui va venir nous revoir, la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un entretien découverte, ce qui va permettre de faire un petit audit de sa situation pour révéler les forces, les faiblesses. Okay. On va aussi identifier les stocks, donc ce qu'il a déjà pu mettre de côté,
Et les flux, c'est sa capacité d'épargne. Parce qu'un gestionnaire de patrimoine, il travaille sur les stocks et sur les flux. Une fois qu'on a fait l'audit, qu'on a compris les objectifs, le profil du client, ainsi de suite, on travaille. Donc, notamment moi, je vais être derrière mon petit tableur Excel, faire mes chiffres, faire les projections, la stratégie. Et ensuite, on a une restitution. Lors de la restitution, on est sur une stratégie patrimoniale, comme je le disais, à 360 degrés. Et donc, on va pouvoir, par exemple, investir. Quand c'est un chef d'entreprise, il va investir en perso, mais souvent, le plus gros de son argent, il est au niveau de la société, au niveau de sa trésorerie. Donc, on va pouvoir investir à la fois dans de l'immobilier, de manière directement en achetant des biens immobiliers, avec un effet levier éthique. Et donc, on a le contrat notamment qui s'appelle Morabha, mais on va aussi investir dans l'immobilier de manière... Alors, en France et à l'étranger. Donc, aujourd'hui, on intervient en France, on intervient en Afrique du Nord et on intervient au Moyen-Orient. Et puis, de manière indirecte, à travers des fonds d'investissement immobiliers, qui vont être d'ailleurs, qui aujourd'hui, on propose un fonds qui a été lancé en 2019 avec 576 i, qui aujourd'hui capitalise plus de 130 millions d'euros et qui fait partie des meilleurs fonds SCPI de France, alors qu'on a des contraintes puisqu'on ne peut pas s'endetter, par exemple, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, on a ce type de solution. On va aussi, toujours dans la classe d'actifs qui est l'immobilier, on va aussi investir dans des opérations de marchand de biens. Donc, on va sourcer des deals avec des marchands de biens de confiance. On va acheter un bien, faire les travaux, le valoriser, le diviser en lots et le revendre avec une plus-value. Donc, déjà, juste sur l'immobilier, tu vois en fait tout ce qu'on peut faire. Et ça, c'est juste, souvent, c'est juste une partie de ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est sur cette classe d'actifs, l'immobilier. Ensuite, on peut investir sur les marchés financiers islamiques. Et donc, en fait, ça va être des fonds d'investissement éthiques, soit en actions, soit pour financer des infrastructures. On va souvent utiliser des enveloppes fiscales avantageuses sur les gains qui vont être générés, avantageuses aussi sur la succession, la transmission. Si demain, un gestionnaire de patrimoine vient vous voir et vous dit, bah, tiens, investis dans tel et tel contrat, et qu'il ne regarde pas, il vous alerte pas sur la partie zakat, quelle est la zakat que vous devez payer, il ne vous alerte pas sur la partie succession, qu'est-ce qui se passe en cas de décès pour organiser la succession selon vos valeurs, bah, ça pose problème. Encore pire, il peut vous dire, mettez de l'argent, ça va être juste pour l'aspect fiscal, et puis finalement, les intérêts, vous les sortez chaque année. Mais vous êtes doublement perdant dans cette histoire. Non seulement vous signez un contrat qui n'est pas conforme à votre éthique, mais finalement, l'un des avantages de ce contrat-là, qui est de faire travailler cet argent, vous devez le sortir chaque année. Donc, c'est clairement l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, peine, là. par rapport au marteau et au tournevis. Quoi. Je te laisse finir, Bardad, mais je voulais juste insister sur ce le cas le plus banal, c'est le livret A. Quelqu'un qui veut être accompagné selon ses valeurs en conformité avec l'éthique musulmane, s'il a un livret A, en fait, la première des choses, c'est qu'il faut se débarrasser des intérêts. Deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'il ferme absolument son livret A. Et pendant toutes ces années où son argent était sur son livret A, bah, du coup, il a subi l'inflation et il doit s'acquitter de Zakat al-Mal, qui est une obligation. Ok, d'accord. Donc, je disais, en général, on présente souvent sous forme de pyramide. Donc, on a l'immobilier qui est le socle de la pyramide, qui va représenter entre 50 et 60% du patrimoine, qui va souvent être l'un des actifs les moins risqués en finance islamique et qui va rapporter entre 3 et 6% de rendement en moyenne, 3,5, 3,6. Puis on a les placements financiers, où là, ça peut rapporter entre 5 et 10% de rendement. Là, ce sera dans des actions de sociétés cotées en bourse, mais qui respectent un certain nombre de critères, dans des projets qui vont financer des infrastructures et ainsi de suite, avec des enveloppes fiscales, comme je te le disais. Donc, on va utiliser plusieurs outils à notre disposition pour optimiser tout cela. Et puis, le haut de la pyramide, ça va être tout ce qui est alternatif. Et donc, l'alternative, ça va être en général limité à entre 5 et 10, 5 et 15, voire 5 et 20% de ces investissements. Et donc, dedans, on va retrouver effectivement l'investissement dans des startups, qui fait partie en fait des classes d'actifs les plus risquées, où l'argent n'est pas disponible tout de suite, où on peut perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on va essayer de construire un portefeuille diversifié. Donc, on va diversifier à chaque étage de la pyramide et à chaque classe d'actifs. Et on va aussi structurer, là c'est ce qu'on fait depuis peu, on va structurer aussi des solutions sur mesure pour financer des PME qui sont déjà en place, qui sont déjà rentables, mais qui peuvent avoir des besoins de financement, donc du BFR, ou alors qui ont des besoins de croissance, ouvrir de nouvelles entités, et qui veulent éviter justement de passer par du découvert bancaire, du factoring, et ainsi de suite. Et donc tout ça, mis bout à bout, en fait, ça va nous permettre finalement de construire une stratégie patrimoniale en bon père de famille, avec différentes classes d'actifs, différents types, différents niveaux de rendement,
différents types de liquidités. La liquidité, c'est la capacité à récupérer son argent en cours de route rapidement. Donc, il faut qu'on prévoie ça. Donc, si on met tout dans l'immobilier ou si on met tout en start-up, si demain, tu as besoin de l'argent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu as un problème, il faut que tu puisses avoir une enveloppe aussi qui soit disponible à tout moment. Et donc, par rapport à ce que disait Barded, effectivement, il y a cette notion de flux de stock. Il y a aussi la notion d'objectif. Donc, on parle beaucoup avec nos clients quand on fait un entretien de découverte, c'est pourquoi ils viennent me voir, quels sont leurs objectifs. Il y en a, c'est protéger mes proches. Il y en a, c'est parce que je veux une retraite à 15 ans, à 10 et 15 ans, je ne veux plus travailler. Il y en a d'autres, c'est parce que j'ai envie de m'expatrier. Là, maintenant, ça tourne. Bref, il y a différents objectifs. Parfois, c'est plusieurs objectifs en même temps. Et donc, c'est à nous, avec ces objectifs-là, plus la situation actuelle et la situation projetée, de travailler. Alors, l'aspect fiscal, bien évidemment, c'est aujourd'hui de plus en plus une contrainte. Mais voilà, ça, on ne classe jamais. Un bon gestionnaire de patrimoine ne vous conseille jamais que sur la partie fiscale. La partie fiscale, ça permet d'optimiser. C'est quelque chose qu'on va prendre en considération, mais il faut toujours des objectifs plutôt liés à la personne, à sa situation. Et après, on prend en considération, bien évidemment, l'aspect fiscal pour les investissements, pour les montages qu'on va proposer, toujours avec nos partenaires qui connaissent aussi bien le client et ce qu'il souhaite faire. Ça veut dire que une stratégie patrimoniale, personne A, personne B, personne C, c'est complètement différent. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'adapter de manière sur mesure pour aller finalement... j'ai dessiné ma petite pyramide là sur mon carnet, et du coup 50-60% d'immobilier, peut-être que lui en fait il dit en fait ça je m'en fous, moi je suis entre guillemets une tête brûlée et je vais aller investir que dans les startups parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Est-ce que vous avez plusieurs profils psychologiques? Bien sûr. Alors, ce cas extrême, peut-être pas. Ouais, parce que du coup, là, nous, on a un devoir de conseil. Donc, il faut rappeler que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas n'importe qui peut s'improviser conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, mais pour délivrer un conseil réglementé, il faut respecter un certain nombre de critères réglementaires, avoir un statut CIF, etc. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Oui, ça, c'est le cadre légal pour pouvoir exercer la profession. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quoi la problématique des gens? C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les amis, l'entourage, etc., en fait, ils ont énormément de sons de cloche. Il y en a qui vont dire, il faut que tu investisses dans l'immobilier. L'autre, il va dire, non, fais de la crypto. Non, l'autre, il va dire, non, investis que en start-up. Et au final, tu te sens vite perdu. Donc, le gestionnaire de patrimoine, il est là justement pour recadrer tout cela, dire que peut-être, en fait, on va faire un peu de tout, ou peut-être qu'on va commencer d'abord par cela, et puis ensuite diversifier au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est justement le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de donner, en fait, finalement, les directives, ou du moins, les pistes. C'est souvent ce qu'on donnait comme exemple, c'est comme le GPS. Toi, tu vas me donner, en tant que client, imaginons, tu me dis, voilà, j'ai tel et tel besoin, tel et tel projet, ça, c'est la destination. Maintenant, par où on va passer? Il y a plein de chemins. Il y en a qui vont passer par l'autoroute, l'autre qui vont passer par la nationale pour profiter du paysage, etc. Et donc, chacun aura sa propre stratégie. Et d'ailleurs, cette stratégie-là, elle vit dans le temps. Parce que là, on se projette à 5, 10, 15 ans, mais en 5, 10, 15 ans, en fait, les choses évoluent. La famille change, la situation professionnelle évolue, le cadre réglementaire et fiscal évolue. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir cette relation long terme. Et non pas one shot. Oui, bien sûr. C'est ça. Et après, nous, on n'impose pas. Un conseiller en gestion de patrimoine, un peu comme l'exemple du GPS, on va t'indiquer de tourner à droite. Mais si toi, tu veux tourner à gauche, c'est toi qui es libre de tourner. Mais nous, quand on t'a préconisé de tourner à droite, c'est parce qu'on a pris en considération toute ta situation et qu'on estime qu'à ce moment-là, il faudrait plutôt tourner à droite. Mais c'est toujours le client in fine qui prend la décision en ayant eu tous les éléments nécessaires de notre côté. Du coup, j'ai quand même la sensation que les compétences d'un gestionnaire de patrimoine, elles sont hyper diversifiées. C'est quoi les qualités, toi, Hassan, qu'un bon gestionnaire de patrimoine, il doit avoir? Parce que on parle de l'aspect financier, mais on identifie aussi le besoin. Et le besoin aussi, il faut aller creuser un peu la vraie personnalité de l'individu qu'on a en face de nous. Donc, si vous pourriez apporter quelques qualités qu'un gestionnaire de patrimoine doit avoir, bien sûr, pour être bon, mais aussi inversement, parce que moi j'ai eu pas mal de sons de cloche, des gestionnaires de patrimoine entre guillemets un peu véreux, ça existe. Donc quand un entrepreneur ou une personne voit ça, il doit dire, ah là je dois faire attention.
Oui, c'est clair. Bon, nous, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que la plupart des clients qui nous ont confié leurs projets sont plutôt satisfaits. Donc, on a beaucoup de bouche à oreille. Donc, ça, c'est déjà un premier signal qu'on fait bien notre travail. Maintenant, sur la partie bon conseiller en gestion de patrimoine, bon, nous, déjà, on travaille en équipe avec Bardad. Comme il a expliqué tout à l'heure, il est diplômé de différents diplômes en finance, aussi en finance islamique. Donc, c'est notre directeur de l'ingénierie patrimoniale maison. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Il est en face de moi, mais voilà, c'est ce qui se fait de mieux en matière de compétences finance islamique en France. Je pense que Bardad arrive en top 1. Et c'est pas parce que c'est mon ami qu'il est dans notre société. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, à mon niveau, moi, personnellement, aujourd'hui, je suis devenu pratiquement l'ami de mes clients. J'ai cette facilité d'instaurer une relation de confiance avec mes clients. Comme l'a dit Bardad, à un moment donné, on connaît toute leur vie, on connaît leurs enfants, leur nom, leur date de naissance, on connaît eux, leurs parents, leur situation familiale. Donc, ils nous laissent un peu rentrer dans leur intimité. Et c'est à nous aussi de respecter ça et d'être à la hauteur de cette confiance qui nous est accordée. Donc, il y a aussi cette notion de... Moi, je le vois, il y a des clients que... Je ne vais pas donner de nom, hein, bien sûr, on a, comme je l'ai dit, cette confiance. Mais moi, il y a des clients, quand je les ai rencontrés au début, ils m'avaient dit, ouais, j'ai 500 000 euros à placer. 2 ans après, j'ai découvert que c'était 10 millions d'euros. Okay, donc, il fallait en fait le temps qu'il me fasse vraiment confiance pour se dire, OK, c'est bon, je l'ai testé, j'ai vu que tout ce qu'il a fait, c'est dans mon intérêt. Là, je vais vraiment lui dire sur quoi est-ce qu'on peut aller. Et donc, c'est normal. Quand on parle d'argent, on sait que c'est un sujet tabou en France. Rien que d'avoir réussi, voilà, on ne sait pas trop comment on est regardé. On le voit tout le temps, les gens qui réussissent, ah ben non, c'est parce qu'on essaie de trouver des raisons bizarres. Il n'y a jamais personne qui réussit parce qu'il a travaillé ou parce qu'il a vraiment mérité. Donc, les gens sont un peu méfiants. Donc, c'est vraiment pour moi cette relation de confiance, instaurer une confiance avec le client et après, derrière, avoir les compétences en interne. Et c'est un travail d'équipe avec Bardad qu'on arrive à bien faire. Et après, on est 13, hein, donc on a aussi des assistants en interne. Il faut de la réactivité. On travaille avec des chefs d'entreprise, donc c'est des gens qui n'ont pas le temps. Moi, mes clients m'envoient des SMS très tard la nuit. Il faut que je leur réponde parce que je sais très bien, t'es chef d'entreprise, là ton téléphone il est éteint, si ton conseiller en gestion de patrimoine t'appelle, il va pas t'avoir. On est bientôt au 31 décembre, pourtant il y a peut-être des enjeux de défiscalisation à faire avant le 31. Donc si toi tu l'appelles ce soir et qu'il décroche pas, tu vas peut-être rater le tir. Donc il faut qu'il soit aussi réactif et s'adapte. Et nous, ça on l'a compris parce qu'on a même nous-mêmes été chef d'entreprise, donc on sait se mettre à la place de nos clients pour vraiment être, comme on l'a dit tout à l'heure, le copilote qui leur facilite les choses. Ok. Voilà, donc je rejoins ce qu'a dit Hassan. Après, un bon conseiller en gestion de patrimoine, donc, comme dans tous les métiers, on a de tout. Peut-être une image qu'on donne tout souvent, c'est que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu le médecin généraliste. Donc on va toucher un peu à du financier, on va toucher un petit peu à de la structuration, on va toucher un petit peu à du fiscal, on va toucher à de la famille, etc. Donc il faut avoir en fait des compétences effectivement assez élargies sur plusieurs domaines d'activité, ce qui n'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est médecin généraliste. Après, parfois, par exemple, sur des sujets très très précis, très très pointus, c'est là justement où notre réseau interprofessionnel d'experts comptables, d'avocats fiscalistes, de notaires, en fait, intervient justement pour faire en sorte que le client soit accompagné. Et quand le client voit qu'il est au centre des intérêts et qui n'est pas la proie, qui est pas finalement la proie du conseiller en gestion de patrimoine, mais qu'il est vraiment que le conseiller en gestion de patrimoine travaille dans son intérêt, à ce moment-là, effectivement, petit à petit, la confiance s'installe et au fur et à mesure du temps, on arrive justement à la fois prouver à travers les compétences, mais aussi avec la confiance qu'on arrive à créer en fait cette relation de long terme. Et moi, je vais te prendre un exemple. C'est un client que j'ai rencontré la semaine dernière à Lyon. J'étais en déplacement et c'est un client que je viens de signer là, qu'on va accompagner avec Bardad sur son étude patrimoniale. Et c'est assez marrant ce qu'il m'a dit parce qu'il m'a dit, donc c'est quelqu'un qui est dans l'informatique, ça marche très très bien pour lui. Et il m'a dit en fait, j'ai perdu 1 an où je me suis pas concentré sur mon travail, sur mon activité, parce que j'ai essayé de trouver de comment optimiser ma trésorerie, comment la faire travailler. Là, je me rends compte qu'en fait, je peux pas être et gérer ma boîte et m'occuper de ça. Donc voilà, je vais vous confier ça, guidez-moi. Donc c'est vraiment cette notion aussi de venir en fait faciliter
et faire en sorte à ce que notre client qui est chef d'entreprise puisse se concentrer sur l'essentiel, créer de la valeur avec son entreprise, se concentrer sur ses projets et de l'autre côté faire en sorte à ce qu'il crée comme valeur puisse être optimisé, investi et préparer l'avenir. Et j'ai trouvé cet échange vraiment génial parce que c'est quelqu'un à qui j'avais plus besoin d'expliquer ma valeur ajoutée, il l'avait compris lui-même. Ça c'est plus facile comme ça. C'est beaucoup plus facile, ouais. Peut-être juste pour donner quelques tips que tout le monde peut réutiliser. Lorsque vous avez quelqu'un qui se dit en fait conseiller en gestion patrimoine, c'est simple. Premier réflexe, c'est qu'on a un site officiel qui s'appelle l'Orias. Vérifiez si cette personne-là, elle est enregistrée sur l'Orias et qu'elle a le statut de conseiller en investissement financier, d'intermédiaire en opération de banque, en opération d'assurance, etc. Ça, c'est le premier réflexe. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de personnes qui s'improvisent conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vérifiez tout simplement en fait son CV, ses diplômes et surtout son expérience. Donc, c'est facile. En gros, OK, ça fait combien de temps que tu es conseiller en gestion de patrimoine? OK, 2 ans. OK, c'est assez récent. Ah, ça fait 10 ans. OK. Mais du coup, 10 ans, tu as des témoignages, tu as des personnes qui recommandent, tu as accompagné combien de personnes, tu as combien d'actifs sous gestion, etc. Donc, ça, c'est les tips. On regarde la partie réglementaire, l'ORIAS, on regarde les compétences, l'expérience et du coup les recommandations. Déjà là, tu peux déjà écrimer pas mal. Et puis ensuite, effectivement, après, il y a un sujet de feeling qui va s'installer. Oui, parce que, comme tu dis, c'est très révélateur. Celui qui a 10 millions, 10 M à investir, mais en fait, qui te donne juste 500 000, c'est que lui, il s'est dit, en fait, je veux tester, je connais Exactement. pas. Et donc, forcément, après... Et 500 000, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, oui, c'est clair. Bon, par rapport à 10 millions, 500 000, pour lui, c'était OK, tu vois. Et puis, peut-être le dernier point, c'est sur la rémunération. On est, bien évidemment, c'est un métier. C'est la question que j'allais te poser, justement. Comment vous êtes rémunéré? Donc, c'est un métier, donc il faut avoir aussi une certaine transparence dans la manière de présenter, en fait, la rémunération. Donc, nous, lorsqu'on est conseiller en gestion de patrimoine, en fait, il y a différentes manières de travailler. Soit on peut facturer des honoraires de conseil, soit on peut être rémunéré sur les frais des placements, des investissements qui sont proposés. Okay. Et donc nous, en fait, lorsqu'on fait une restitution patrimoniale à nos clients, lorsqu'on met en place ensuite le plan d'action, on va ensuite rentrer produit par produit, solution par solution dans le détail. Et donc là, on va dire concrètement, voilà, il y a tant de frais et c'est une partie de ces frais-là qui nous revient. C'est comme ça qu'on est rémunéré. Okay. Et au moins, on a une transparence totale sur cela. Ok, très clair. Mais du coup, il pourrait y avoir aussi une objection de la part d'un entrepreneur de dire, mais en fait, toi, tu vas proposer des solutions d'investissement qui sont peut-être plus intéressantes pour toi que pour le client. Parce que lui, tu vas lui dire 1%. Ouais. Lui, il va se dire, OK, 1%, je prends, mais en fait, toi, tu vas prendre une plus grosse partie. Du coup, c'est quoi un peu la thèse, en tout cas dans votre cabinet? En fait, ça, c'est ce que disait Bardet tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a une profession réglementée. Donc déjà, il faut le garder en tête. Quand on est CIF, donc conseiller en investissement financier, on a des obligations. Donc il y a des contrôles, il y a des audits. Oui, c'est ça que j'allais dire. Vous pouvez être contrôlé. Ouais. Oui, okay. on doit adhérer à une chambre qui nous donne les standards. Donc il y a une lettre de mission, on envoie un document, on explique qui on est, ce qu'on fait, nos diplômes, nos conditions tarifaires et ainsi de suite. Et après, donc on a ce qu'on appelle le devoir de conseil. Donc un client qui estime qu'on l'a mal conseillé, il est capable de se retourner contre nous pour prouver qu'il a mal été conseillé. Donc déjà nous... Parce que ça, c'est une des finalités du gestionnaire de patrimoine, ce mot-clé devoir de conseil. Exactement, le devoir de conseil. Donc on a du coup une assurance civile professionnelle obligatoire qui fait que si demain tu viens me voir et que je te conseille de faire quelque chose qui est complètement pas dans ton intérêt, en fait. Et ben en fait toi tu peux te retourner contre moi et à ce moment-là donc tu peux tout simplement récupérer ton argent avec cette couverture. C'est pour ça que cette notion d'objectif, de projet, elle est très importante. Par exemple, nous, aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir et qui ne sont pas forcément de confession musulmane, la plupart du temps, on va être très limité. Parce que les produits qu'on a principalement, c'est des produits qui sont conformes à l'éthique musulmane. Parmi les objectifs, quand on fait la restitution au client, on leur met bien noir sur blanc que le client nous a demandé d'avoir uniquement que des produits. Parce que à performance égale, on peut parfois avoir des produits financiers dits dérivés ou autres qui, aujourd'hui, on parle beaucoup de produits structurés et autres qui peuvent être très, très performants avec capital garanti. Mais nous, on va te proposer d'aller peut-être sur une SCPI ou sur un Perrin qui est un peu moins performant. Toi, tu peux nous dire, ouais, mais attends, de l'autre côté, mais tu nous as dit que tu voulais un truc éthique. Oui, je Donc, comprends. tu vois, c'est vraiment cette notion de devoir de conseil. On va te conseiller par rapport à tes objectifs à toi et on doit s'y tenir. Et après, il y a cette partie transparence. Pareil, quand tu signes un contrat, quel qu'il soit, tu as exactement les frais
qui te sont facturés, qui touchent quoi? Donc, combien te facture, par exemple, le distributeur avec qui on travaille, que ce soit pour un contrat d'épargne vie ou un plan d'épargne retraite ou une SCPI, et combien ils nous rétrocèdent. Donc, c'est tout à fait transparent pour toi. Et nous, dans la présentation qu'on fait à nos clients lorsqu'il y a le premier échange, en fait, on leur donne ces informations. On leur dit, par exemple, que tout notre accompagnement, le bilan patrimonial, l'audit, la restitution, l'accompagnement annuel sur la déclaration d'impôt, sur la zakat, tout ça, c'est gratuit. Okay. Parce que de l'autre côté, la personne va placer de l'argent ou va acheter de l'immobilier ou autre. Et sur ces placements, voilà globalement ce que facturent nos partenaires. Et voilà sur ce qu'ils vous facturent, ce qui nous rétrocède. Donc finalement, c'est même moins coûteux pour toi parce que tu passes par nous pour avoir accès à ce produit-là ou que tu passes en direct, tu auras exactement le même coût. C'est juste qu'en fait, lui va nous rétrocéder une partie de ce qu'il t'aurait facturé en totalité, quoi. Très clair, très clair. Donc du coup, ici, si je comprends bien, il y a vraiment les intérêts, ils sont aussi convergents. Ça veut dire que l'entrepreneur ou la personne qui va placer, eh bien, elle sera... vous serez autant rémunéré pour la part qui vous revient, et puis lui est rémunéré par la part qui lui revient. C'est ça. Ok. D'accord. Et après, nous, on a tout intérêt, comme je te disais, par rapport au client qui m'a parlé de 500 000 et qui m'a parlé de 10 millions après. Nous, on est beaucoup plus gagnant sur la durée à proposer des produits qui intéressent le client que d'aller proposer justement ce que disait Bardad par rapport aux critères à faire. Si tu vois que la personne, ça fait 1 an qu'elle est là, qu'elle n'est pas connue, et c'est peut-être parce qu'elle crée des sociétés et ainsi de suite. Quand nous, on est plutôt là sur la durée. Donc ça aussi, c'est quelque chose à regarder. On a tout intérêt. On a parlé de confiance, on parle d'éthique depuis le début. Nous, à titre d'exemple, il n'y a aucun produit aujourd'hui qui est dans notre besace auquel on n'a pas souscrit, soit tous ensemble, soit individuellement, mais c'est tous des produits en fait que nous-mêmes, on prend en tant que client. Et on ne les propose pas si nous-mêmes, on ne souscrit pas, quoi. Et d'ailleurs, juste pour illustrer ça, la particularité de la finance islamique, c'est qu'il n'existait pas de produit. Et donc, de toute façon, il a fallu partir des besoins qu'ont les gens en France pour créer les produits. Donc, on n'est pas venu avec des produits où on essaie de les vendre à tout prix. On est venu d'un besoin, d'une étude de marché, puis ensuite créer les produits adaptés. Donc, déjà, c'est le premier élément. Okay. Deuxième élément, c'est que parfois, comme je disais, on n'a pas encore 100%, on ne peut pas couvrir 100% des besoins. Là, aujourd'hui, on peut couvrir peut-être 80-90% pour le commun, entre guillemets, des mortels. Mais parfois... Je donne un exemple, on accompagne sur des investissements immobiliers. On peut effectivement nous-mêmes proposer des projets immobiliers, comme le client peut venir avec son propre projet immobilier, il nous dit voilà, tiens, est-ce que tu peux analyser ce projet-là et me dire si c'est intéressant. Et donc, si c'est nous, on va faire notre due deal, on va vérifier, et si c'est intéressant, on va le dire go, même si finalement, on va rien gagner sur ce projet immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est dans ton intérêt. Okay. Et on sait que grâce à ça, tu vas aussi générer des gains, qu'on va pouvoir réinvestir, etc. etc. Okay. Et sur cette partie-là, typiquement, là, aujourd'hui, ce qu'on vient de développer en interne, c'est le financement du BFR. Et pourquoi on l'a fait ? Parce que tout simplement, les chefs d'entreprise qui venaient nous voir, on voit des entreprises en forte croissance qui pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui, mais qui à chaque fois peuvent compter que sur leur trésorerie. C'est-à-dire qu'ils attendent de vendre pour pouvoir réinvestir. Donc on leur a dit, mais attendez, votre business, il est rentable. On voit très bien que si on vous donne de l'argent, on va pouvoir aller chercher plus de marge et plus de clients. Nous, on a de l'autre côté des clients qui ont de l'argent à placer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter quelque chose où cet argent-là va pouvoir venir directement vous financer. Et de l'autre côté, on va donner une partie de votre marge. Donc, finalement, un cercle vertueux. Et ça, c'est un besoin auquel on est parti pour pouvoir mettre en place le Justement, produit. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont besoin d'avoir une petite avance de trésorerie. Et donc, peut-être qu'ils ont un équilibre financier qui est OK avec leur bilan. Ils demandent à la banque, tiens, tu as besoin de 100K, je te donne 100K. Vous, dans ce cas de figure, un entrepreneur, comment vous allez structurer la même chose en respectant l'éthique islamique? Alors déjà, il faut garder en tête qu'on n'est pas une banque, parce qu'en France, c'est un monopole bancaire, donc ce n'est pas des produits, là on en parle parce qu'on est dans le cadre d'un podcast, mais c'est plutôt des club deals, donc vraiment spécifiques à nos clients, donc on ne fera pas de pub là-dessus, tu ne verras pas Aptal finance le BFR, on n'a pas le droit de faire ça, sinon on aura la CPR et toutes les autorités qui vont venir dire où votre licence bancaire. Donc nous, on le fait dans un cadre vraiment restreint avec nos clients. Mais c'est assez simple, je peux te prendre l'exemple des 2 opérations là qu'on est en train de faire. Une opération assez simple, celle de financement de stock pour un magasin d'habillement, un magasin qui tourne bien, sur lequel il y a des bonnes marges, qui est de plus en plus connu. Donc on a un franchisé qui a 3 boutiques et qu'on accompagne par ailleurs sur tous ces enjeux patrimoniaux et qui nous a dit, en fait, moi,
je suis bloqué. Mes boutiques, elles tournent super bien, mais j'ai que 300 000 euros de fonds de roulement. Et donc, à chaque fois, je suis obligé d'attendre de vendre mes marchandises pour pouvoir réinvestir. Et donc, ça me bloque dans tout, dans les recrutements, ça me bloque dans le marketing, ça me bloque dans pas mal de choses. Donc, nous, ce qu'on est venu faire avec Bardad, et bien sûr avec des avocats spécialistes, avec un comité indépendant, parce que ça aussi, c'est important de le garder, on ne certifie pas nous-mêmes les produits qu'on fait en disant qu'ils sont conformes à l'éthique musulmane. On passe par un comité de certification indépendant qui contrôle, qui audite et qui dit j'ai contrôlé leurs produits, ils sont conformes à l'éthique musulmane, vous pouvez y aller. Donc ça, tu peux le rajouter dans la checklist. Donc c'est pour le conseiller en gestion de patrimoine qui fait de la finance islamique. Est-ce qu'il a un comité de jurisconsulte spécialisé qui valide et certifie la solution? Justement, c'était une de mes questions, mais du coup, vas-y, je partirai là-dessus. Non, voilà, donc juste sur ça, donc on travaille avec des experts, comme on l'a dit, en interprofessionnalité, donc des avocats avec qui on a travaillé pour mettre en place le contrat. Une fois que le contrat est terminé, on l'a fait revoir et il y a eu des échanges et on a un contrat type. Et ce contrat type, il fait que nos clients vont venir directement détenir de façon indirecte les stocks de l'entreprise et ils vont donner ce qu'on appelle une wakala, donc un mandat de vente pour le magasin. Et lui, il reçoit 300 000 euros direct de son stock. Il lui appartient plus de façon directe et il va pouvoir le vendre, ce stock-là. Et à chaque fois qu'il va le vendre, il y a une clé de répartition. 75% de la marge lui revient à lui et 25% revient à nos investisseurs. Et on va faire 4 cycles. Plus on en fait, mieux c'est. On fait plusieurs cycles sur 1 an et au bout d'1 an, nos clients récupèrent ce qu'ils ont investi plus la part du bénéfice qui a été réalisé. Et pourquoi c'est plus intéressant que des actions ? Parce que tu aurais pu me dire, mais pourquoi ils ne sont pas rentrés directement dans le capital ? Parce que lui, il n'a pas envie d'avoir d'actionnaires, son business tourne bien, il n'a pas forcément envie de faire rentrer des gens. Ah oui, parce que là, tu fais rentrer personne à l'intérieur. Oui, exactement. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour les investisseurs, en fait, ils détiennent la marchandise, ils ont une garantie sur la marchandise. Donc, c'est moins risqué pour eux, quelque part, que d'être actionnaire. Donc, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Lui, il a son indépendance et nos clients, ils ont un rendement au bout d'1 an qui est, pour le coup, je ne vais pas donner les chiffres, mais très intéressant. Et on a beaucoup de gens qui nous redemandent quand est-ce que vous relancez une opération. Et donc là, on est sur une autre opération pour des voitures. Pareil, c'est des clients qu'on connaît. Pour l'instant, on ne finance que des clients. On fait ce type de montage-là pour des clients qu'on connaît, pour cette histoire aussi de confiance. Parce que c'est des clients qu'on connaît, on connaît leur patrimoine personnel, on sait qu'ils sont capables de faire face à des problématiques, s'il y a des problématiques derrière pour rembourser les investisseurs et ainsi de suite. Voilà. C'est le type de montage qu'on peut être... Ok, donc là, si je reprends un peu mes petites notes du début, dans ce cas de figure précis, le club deal devient propriétaire de la marchandise, mais du coup, si celui qui a l'objectif de devoir les vendre n'arrive pas à les vendre, du coup, eux, ils ont pris le risque et d'avoir un stock sur leur main. C'est ça. Tout à fait. En revanche, donc si tu vois si sur Red Dead Abdal, tu sauras que... donc, par contre, sous réserve que s'il a réussi à bien les vendre et à une marge intéressante, du coup, le partage de la valeur, il se fait avec tout le monde. Donc Exactement. en fait, finalement, dans cette histoire, pour retraduire un peu l'exemple du début, entre guillemets, il y a le chef de file qui dit écoute, moi je vais aller au charbon, je vais aller faire du business et je vais aller vendre mes voitures ou mes casquettes. Et puis les autres, ils ont dit on t'aura aidé à être le porteur finalement de une seule voie, mais nous on va tous te porter. Et à la fin, soit on gagne, soit on perd. C'est ça. Économie réelle et alignement des intérêts. Et bien sûr, on a étudié le dossier, on a vu que la rentabilité était là. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, parce pas que le premier qui toque, on lui dit bien. Forcément, parce que là, il y a un gros risque d'échec aussi. Ça veut dire que si tu finances pas la bonne personne, ou le bon projet, ou le bon marché, donc aussi, ça te permet d'avoir une lecture qui est fine. Tu vas pas financer, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Parce que peut-être que ça va bien le faire ou que tu as eu un bon fit. Non, il faut qu'il y ait des choses un peu rationnelles aussi. Et c'est pour ça que dans notre conseil, il y a cette notion, effectivement, comme a parlé Bardad, de diversification. Et on a bien dit que c'est 5 à 20% maximum du patrimoine de nos clients qu'on va consacrer à tout ce qui est atypique. Et parmi cet atypique, on parle de cette partie-là aussi. Donc c'est vraiment une partie qui va pouvoir ramener beaucoup de bénéfices, mais sur laquelle il y a aussi un risque. Après, il y a des garanties, il y a pas mal de choses. Mais oui, on est complètement d'accord avec toi. Ok. J'avais noté comment s'assurer de la conformité, tu vois, des produits. Vous dites on certifie pas, ou on dit pas que ça c'est bon ou c'est pas bon. Ça c'est licite, ça c'est éthique ou c'est pas éthique. On s'est appuyé sur des personnes, mais qui sont ces personnes ? C'est quoi leur formation ? Et d'où est-ce qu'ils ont trouvé la source des informations, justement, pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok ? Parce que j'ai cru entendre au début de l'épisode que tu parlais de l'AOFI.
Là. Tout à fait. Donc, c'est un organisme international qui est un petit peu la référence et qui, en fait, est composé, on va dire, des plus grands savants du monde musulman spécialisés en tout ce qui est droit des affaires. Et donc, en fait, ils ont quand même travaillé pour essayer d'harmoniser, pour donner, en fait, des normes à utiliser vers lesquelles on pourra se référer lorsqu'on a des transactions. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme un peu du droit des sociétés en France, mais en version... Non, je pense qu'on peut dire... C'est comme pour les comptables, on parle de EFRS. Ah oui, d'accord. Oui, les normes comptables. Voilà, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'elle n'a pas de force, entre guillemets, de contrainte. Voilà, il n'y a pas de contrainte, effectivement. Donc, c'est le choix de se référer à cela. Et donc, nous, chez Aptal, on n'auto-proclame pas le fait que ça soit islamique ou non. Ça fait pas partie de notre compétence. On a bien évidemment des connaissances de base, de l'expérience qui fait qu'on peut tout de suite déjà filtrer pour savoir ce qui ne va pas et ce qui peut mal fonctionner. Et puis derrière, en fait, on fait toujours effectivement certifier. Donc, on a un comité de certification éthique. Donc, en général, ce sont des savants qui sont diplômés en sciences islamiques et qui ont souvent en fait cette compréhension du marché français parce que ils y vivent, parce que ils ont une expérience sur le marché français et surtout parce que ils ont étudié par exemple le droit français ou alors la finance. Et donc ils comprennent le contexte français et bien évidemment ils ont cette maîtrise, cette science au niveau du droit musulman et qui permet justement de pouvoir valider les transactions. Et eux, du coup, ils ont un rôle essentiel puisqu'on ne pourrait pas travailler sans eux. Et donc, ils ont ce rôle-là, finalement, dès le départ, c'est-à-dire lorsqu'on va mettre en place des nouveaux contrats, ils vont être là pour valider dès le départ le contrat, mais ils vont aussi être là pour faire des audits et des contrôles pour s'assurer que ce qu'on a mis au départ est toujours respecté. Ok. Donc, c'est une validation au début et un audit annuel. Ok. Et un renouvellement de la certification de façon annuelle sur l'ensemble des produits qu'on est amené à proposer. Okay. Et à chaque fois qu'un client souscrit, lorsqu'il signe son bulletin de souscription ou son contrat, il y a toujours le certificat de conformité qui est à jour, qui est annexé à son contrat pour s'assurer que c'est bien conforme. Et donc, j'insiste, c'est pas parce que quelqu'un te dit que tiens, je te propose ce produit et respecte la norme AOFI numéro X que c'est suffisant. Donc, il faut derrière, du coup, ok, mais c'est qui dit que ça respecte cette norme AOFI ? C'est quel comité de certification éthique qui valide ça. Et après, derrière, c'est simple. Tu vas tout simplement regarder la composition de ce comité et vérifier, en fait, entre guillemets, le CV, le background et d'apporter ta confiance ou pas à ceux ou ces savants. Super clair. Masterclass. Merci beaucoup, les gars. Trop bien. C'était un plaisir. Est-ce que vous avez des choses Ah oui, il y avait un truc que je voulais aborder. Quand même. Il y a l'histoire du prêt immobilier pour acheter une maison. Imaginons qu'il y a un entrepreneur qui voudrait acheter sa maison. Comment il fait pour respecter la finance islamique? On avait un petit débat juste avant d'appuyer sur REC. Il y a le contrat Murabaha. Murabaha, ouais. Ok. Du coup, celui-ci, on se posait la question, mais du coup, en fait, c'est quoi la différence avec le contrat qui est proposé par la banque? Du coup, on avait un débat qui était intéressant. Donc, si tu peux aussi apporter cette vulgarisation. Je pensais que tu avais oublié. Je me suis dit, on n'aura pas parlé de Murabaha. Non. Pendant le podcast. Non, aujourd'hui, effectivement, alors, la Murabaha, c'est le contrat le plus utilisé dans le monde de la finance islamique. Et c'est assez simple. En gros, c'est un contrat qui dit que finalement, le rôle de la banque, c'est de faire le commerce d'argent. Donc, une banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète l'argent et puis elle te le loue ou elle te le prête avec un taux. Donc, elle te le vend finalement 1 euro, elle te le vend aujourd'hui. Tu dois rembourser 1,20 € sur 10 ans et ainsi de suite. Donc, l'esprit de la Murabaha, c'est de venir voir la banque et lui dire finalement, au lieu de faire le commerce d'argent, viens, on va plutôt faire le commerce de biens. Donc, au lieu d'acheter de l'argent et me revendre, tu vas acheter un bien immobilier que tu vas me revendre. Après, tu peux prendre ton bénéfice, une marge, et tu me laisses une facilité de paiement. Et ça, dans l'esprit des musulmans de façon générale, et même de ceux qui s'intéressent à la finance islamique, ils disent, mais finalement, c'est la même chose, puisque je paye plus cher. Parfois même un tout petit peu plus cher qu'un crédit conventionnel, et à la fin je suis propriétaire avec des mensualités. Mais pourquoi c'est différent? Et en fait, nous, ce qu'on leur répond généralement à ces gens-là, c'est que rien que le fait d'avoir changé l'état d'esprit de la banque en lui disant tu vas arrêter d'être un agent économique qui fait que le commerce d'argent, tu vas t'intéresser au marché de l'immobilier, tu vas acheter un actif. Donc nous, quand on le fait en France, la banque nous demande des estimations, nous demande des diagnostics, des choses qu'elle ne fait jamais quand elle fait un crédit immobilier classique. Elle s'assure de la qualité du bien, de ce qu'elle achète. Ah oui, parce qu'elle est propriétaire avant de te revendre. Toi, entre le moment où elle l'a acheté et le moment où elle t'a le revendu, tu peux mourir. Et donc, finalement, elle doit le revendre sur le marché, elle doit s'assurer. Donc, elle devient
commerçante. C'est-à-dire qu'on change de mindset. Ah oui, Et après, il y a la facilité de paiement qui est laissée pendant ça. Il n'y a pas de pénalité de retard. Donc, il y a plein de conditions, de notions dans le contrat pour qu'il soit conforme à l'éthique musulmane. Finalement, on se rend compte que l'état d'esprit a changé. Mais ça, les gens ne le connaissent pas. Et finalement, quand ils regardent juste factuellement, OK, la maison coûte 100 000, la banque l'a achetée, elle me l'a revendue à 120 et avec les frais de notaire, ça m'a coûté 130 et je suis propriétaire. De l'autre côté, elle a acheté 100 000, elle m'a revendu, elle m'a prêté plutôt, de l'autre côté, elle m'a prêté 100 000, elle m'a demandé de rembourser 15 000 euros plus mes frais de notaire, je suis à 125. En fait, c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Okay. Et si c'était la même chose, pourquoi est-ce que toutes les banques aujourd'hui en France ne le font pas? Parce que justement, quand on allait parler aux banques pour leur dire, venez, on va faire des financements islamiques, on va acheter des biens, on va les revendre, ils nous disaient, mais les gars, mon rôle, c'est pas d'acheter des biens immobiliers. Ça, c'est le rôle des gens. Moi, je prends des garanties et s'ils ont une faillite, je récupère le bien et là, je le revends à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, je vois. Donc, il y a un petit débat, on va dire, mais en réalité, quand on s'intéresse et qu'on creuse le fond des contrats, on se rend compte qu'effectivement, dans l'esprit, il y a toujours quelque chose qui est différent et l'application des 5 grands principes dont on a parlé en introduction qui finalement protègent à la fois la banque et le client et ramènent une sorte d'équilibre dans l'opération commerciale. C'est toujours des opérations commerciales. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai toujours une question à poser à la fin avec mes invités. Est-ce que la vie, une rencontre vous a appris quelque chose que vous pourriez partager à nos auditeurs? Tu vois, c'est un peu le moment un peu sagesse de l'épisode, qui n'a rien à voir avec les chiffres, on est d'accord, mais j'aime bien clôturer par cette partie. Donc, je vous laisse peut-être réfléchir, parce que généralement, quand je pose cette question à la fin, les personnes y réfléchissent. Ah oui, c'est bon, je sais, j'ai rencontré un tel qui m'a dit ça à l'époque, ça m'a... Ouais, non, moi, alors, la vie, de façon générale, moi, comme je te l'ai dit, j'étais pas du tout, j'envisageais pas du tout de faire carrière dans la finance islamique, ni dans la finance islamique. Donc, moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis venu en France, j'ai fait mes études en France. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve dans un domaine qui me passionne, un métier que j'apprécie. Je travaille avec des amis en plus, donc c'est une joie à chaque fois de venir au bureau. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une société où ça perd du sens, où les gens se demandent pourquoi ils travaillent, pourquoi ils se lèvent, et je me dis en fait que pour moi, c'est venu naturellement. Et en réalité, je me retrouve là, de parler. J'ai pas forcément fait les... j'étais pas là en me disant il faut que je crée une boîte ou il faut que je sois dans la finance. Donc, je me dis, en réalité, tout est écrit. Donc, il suffit d'être juste, faire les choses bien avec éthique, de respecter certaines règles et de faire attention à notre impact sur l'autre de façon générale. Et finalement, Dieu fait bien les choses. Et donc, voilà, ça, c'est ma leçon, en tout cas, de la vie. Plus j'avance et plus je regarde derrière moi, je me dis, mais en réalité, je sais même pas ce que j'ai fait comment j'ai fait pour en arriver là, quoi. Okay. Donc, voilà, c'est ma petite leçon. Après, bien sûr, il y a plein de rencontres, il y a plein de gens formidables qui nous ont appris plein de choses. Parfois même, c'est des gens qui nous ont dit une phrase au détour d'une conversation qu'ils n'ont même pas calculée et qui a un impact sur nous qu'ils ne se rendent même pas compte. Je vais te raconter une petite anecdote pour finir. Et c'est pas sur moi, mais ça m'a beaucoup frappé. Il y avait quelques années, un ami, d'ailleurs, qui nous accompagne sur le marketing, plus peut-être qu'elle écoutera ce podcast, qui était complètement en train de changer de voie professionnelle. Donc, il avait quitté le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est événementiel. Et il y avait un dîner, une sorte de dîner via un réseau. Et dans ce dîner-là, il y a une personne qui travaille d'ailleurs dans le monde de la finance islamique, qui s'appelle Wadoud, à qui je fais une grande dédicace, qui était présent. Et c'est quelqu'un qui est handicapé, Wadoud. Et en face, il y avait cette personne qui venait de commencer sa carrière et en fait, qui était perdue. Je crois à l'époque, il lui restait 1000 euros sur son compte. Okay. C'était vraiment compliqué. Sa boîte ne décollait pas. C'était juste après le Covid. Et on a parlé et du coup, Wadoud lui disait il faut être en mouvement. Et cette phrase-là, ça a touché Fouad qui était là. Il est sorti de là, il m'a dit mais attends, la personne elle est handicapée et c'est elle qui me dit qu'il faut être au mouvement. Et là, moi je suis là, j'ai tout ce qui se dit, des bras, j'ai des jambes, je bouge, je suis à fond et je suis là à me poser des questions. Et aujourd'hui, il a une boîte qui tourne super bien, il travaille avec des compagnies aériennes, avec des clubs de foot, son truc il tourne super bien. Et comme quoi, cette phrase-là, dans ce dîner-là, a débloqué quelque chose qui a fait que et Wadoud ne s'est pas rendu compte. J'ai fait une publication LinkedIn après par rapport à ça et maintenant il est au courant, mais voilà, donc il y a plein de petites anecdotes comme ça. Merci beaucoup Hassan, en tout cas pour ce partage. Bardad, comme disait Hassan, franchement, la vie est faite de rencontres et c'est ces rencontres-là qui te forgent, qui te construisent. Moi, la première, effectivement, des choses, c'était, je pense, mes parents. Donc, forcément, l'éducation que tu as, le fait qu'on te sensibilise à telle et telle chose, à telle et telle valeur, forcément, ça te forge. Et puis, il y a une parole qui dit qu'en fait, on sera, à un moment donné, tous interrogés sur ces actes, et notamment comment
comment on a gagné son argent, comment on l'a dépensé. Et on se dit gestionnaire de patrimoine, mais en vrai, on est tous gestionnaires d'une certaine manière de patrimoine parce qu'on va tous devoir prendre des décisions sur lesquelles on va avoir des conséquences. Pour ceux qui ont une croyance, ces conséquences vont être dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de croyance en l'au-delà, ça va avoir des conséquences dans ta vie. Et donc voilà, c'est ces paroles-là en tout cas qui m'animent et qui m'entretient dans le quotidien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous avez pris autant de plaisir à le regarder et l'écouter que j'ai pris de plaisir à l'animer, eh bien n'hésitez pas à le liker, le partager au plus grand nombre. Je vous mets en description de cette vidéo votre profil LinkedIn respectif à tous les deux. Et puis si les gens veulent vous contacter, je mets le site internet, Aptal. Oui, sinon Aptal, oui. LinkedIn, on est très actif sur LinkedIn avec Bardal. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Du coup, je mettrai ça là, ici. Vous pouvez y aller directement si ça vous a intéressé. Puis si vous souhaitez creuser aussi le sujet, que vous soyez expert comptable ou pas. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!